Quand on travaille en gérontologie, on travaille dans une approche globale de la personne, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la dimension biologique dans laquelle elle se trouve, la dimension psychologique et la dimension sociale. On travaille effectivement beaucoup avec les familles et les aidants professionnels. La maladie d'Alzheimer, comme tout le monde le sait, est une maladie de la mémoire. Alors la mémoire, c'est ce qui nous permet de percevoir le temps et de nous orienter dans l'espace. Alors, il n'y a pas qu'une seule mémoire, il y en a plusieurs. Et justement, pour mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, il s'agit déjà de comprendre quelles sont les mémoires qui sont touchées et quelles sont celles qui restent performantes. La maladie d'Alzheimer, c'est justement la mémoire consciente verbale, en référence à Delage et le jeune, qui s'effiloche. Celle qui justement permet cette communication verbale. Donc, à la place, ce qui se crée, c'est une communication non verbale. Une communication qui est de l'ordre de l'implicite. C'est exactement celle-là que l'on utilisait quand on était enfant et qu'on n'avait pas encore tous les mots, tout le verbe pour communiquer comme les adultes. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est justement grâce à l'implicite que la communication se maintient, référence à ce qu'on appelle plus communément l'inconscient. Alors on peut le définir selon l'approche freudienne, c'est-à-dire que ça fait référence à tout ce qui est caché, tout ce qui est latent, tout ce qui est aussi insupportable pour la conscience, mais ça fait aussi appel à la notion d'inconscient cognitif, ce que les neurosciences étudient depuis une trentaine d'années et qui se rapporte plus aux processus mentaux, aux processus automatisés, stéréotypés de nos fonctions neuronales. L'hypnose va être une sorte de projecteur ou de loupe sur cet implicite. C'est-à-dire que finalement, c'est cet implicite-là qu'on cherche à éclairer dans l'analyse de nos rêves, voire royale de l'inconscient d'après Freud, ou encore dans l'analyse de ce qui se passe dans nos états modifiés de conscience. Pour revenir sur l'émotion, si on écoute Damasio, l'émotion est primordiale pour comprendre qui nous sommes. D'après lui, il faut séparer émotion de sentiment. Ce sont les émotions qui vont créer des sentiments. C'est grâce à l'émotion corporelle que des idées, que des pensées et donc des sentiments vont naître. Donc au final, ce qui s'exprime par le corps, l'émotion, est à l'origine des pensées, de ce qui s'exprime mentalement et qui est plutôt caché. Ce qui est d'autant plus intéressant pour nous ici, c'est que les émotions sont justement visibles. Si on se réfère aux émotions identifiées par Ekman, justement ces émotions-là qui se donnent à voir parce qu'elles sont aussi mesurables hormonalement, par exemple, ou encore grâce à des ondes électrophysiologiques. Par contre, les sentiments, eux, sont plus cachés, sont de l'ordre du privé et font référence à l'ensemble des images mentales que l'on a à l'esprit. En hypnose, on va justement aider la personne à modifier ces sentiments-là qui sont problématiques, c'est-à-dire qu'on va l'aider justement à avoir des sentiments qui vont aller plus dans le sens de l'épanouissement personnel et qui vont servir à réduire la détresse. C'est un principe qui est tout à fait naturel et qui existe en tout un chacun. Justement, Damasio en donne un exemple, celui des pleurs. Ce qui constitue les pleurs est prêt dès la naissance. Mais ce pourquoi je pleure au fur et à mesure du temps qui passe change, évolue en fonction de mon environnement. La technique en hypnose va donc se baser sur l'émotion en combinant imagination et souvenir pour arriver à faire émerger de nouveaux sentiments. Dans la maladie d'Alzheimer, ce sont justement les émotions qu'on va utiliser. Des études récentes ont démontré que, comme celle par exemple de Chanet et de Sana dernièrement, ont démontré qu'une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer est capable de reconnaître et de traiter la valence et l'intensité d'une émotion. Elles ont aussi démontré qu'il y a un effet de l'émotion sur la mémorisation à condition que l'émotion soit très intense et qu'elle ait une pertinence pour la personne. Et ça me fait justement penser à une expérience qui a été partagée par une aide-soignante en EHPAD qui nous raconte justement qu'un jour, elle est partie dans la chambre donc, du résident qui avait une peluche, un lapin, qu'elle a utilisé et qu'elle a mis sous sa blouse pour pouvoir mimer un accouchement. Pourquoi? Parce que le résident en question était justement sage-femme auparavant. Donc ce qui est intéressant là, c'est que non seulement un lien de complicité s'est créé entre eux, parce qu'ils ont joué, ils ont mimé justement l'accouchement ensemble, où ils lui demandaient de pousser, ils ont ensuite fêté la naissance, et en plus, 1 an plus tard, le résident s'est souvenu de cet épisode et était capable d'en parler.
avec quelques mots, avec un raisonnement peut-être pas aussi performant que celui qu'on peut avoir dans un cerveau qui ne soit pas malade, mais qui était capable quand même de s'en souvenir et de le partager avec d'autres personnes autour de lui. On connaît ces effets par rapport à la musique. On sait très bien que certaines personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer sont capables de se remémorer des paroles entières d'une chanson. Maintenant, on connaît aussi cet effet dans les jeux vidéo. Par exemple, là, oui, il y a Grégory le gouverneur qui a justement, dans sa recherche, démontré que des personnes qui souffrent de cette maladie sont capables, même si au départ, le démarrage est peu facile et moins évident, et qu'il y a besoin d'un support humain beaucoup plus important, les personnes gardent un bénéfice de l'entraînement sur leur performance au jeu. Alors en plus du ludique et du jeu, du plaisir qui sont sollicités dans ce type d'activité, cette activité-là a fait appel à la mémoire procédurale, c'est-à-dire à la mémoire de la coordination motrice et des mouvements. Donc en combinant plaisir et mouvement, la personne a été capable de justement recevoir un bénéfice de cet entraînement. Et c'est justement cette mémoire procédurale-là qui reste performante au fur et à mesure de la dégénérescence de la maladie. Si l'on part du principe que justement la personne est prise par un flux d'images mentales et sensorielles, qu'elle a cette conscience de soi grâce à l'interaction entre son corps et ses éprouvés sensorimoteurs, alors notre but en tant que praticien en hypnose, ça va être justement de fixer des empreintes sensorielles et d'établir aussi des résonances chez elle grâce au mouvement et à l'action. Donc c'est en faisant tout simplement appel au plaisir que l'on va justement réussir à apaiser des représentations anxiogènes pour la personne. En utilisant ce plaisir, finalement, on utilise ce dont on parle en langage plus cognitif, on utilise le système de récompense. Et comme le disait Gérard Le Gouès il y a une quarantaine d'années déjà, dans cette maladie, finalement, c'est le savoir affectif, qui lui reste performant, comme on l'a vu, qui va ranimer l'intérêt cogitatif.